Mesdames, Messieurs, bonjour Quay. Écoutez, dans cette série des lauréats du prix Charles Biddle, alors c'est tout un honneur que d'avoir avec nous, oui, le lauréat du volet national international du prix Charles Biddle, remis à un immigrant s'étant installé au Québec et par son travail a réussi à faire rayonner, oui, son engagement et ce, auprès de la communauté québécoise, mais ce, à l'international également. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons le chef d'orchestre et clarinettiste de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Messieurs, dames, nous avons un immense plaisir. Et comme on dit en créole, c'est avec honneur et respect que nous accueillons, comme on dit en langue russophone, en cyrillique, on se doit de dire Uchitel, le maestro Ayrat Rafailovitch Ishmuratov, messieurs, dames. Bonjour. C'est une bonne présentation, bonne prononciation. Merci, merci. Bonjour. Добрый день. Добрый день, bonjour. Как дела? Хорошо. Alors, comment ça va, Ayrat Ishmuratov? Oui, ça va très bien. Oui, je suis très content, très honoré de recevoir cette prix Charles Biddle. C'est un honneur incroyable pour moi et je suis très fier. C'est aussi un signe pour moi que pendant mon parcours, pendant les dernières 22 ans, pour ce moment, oui, je suis arrivé, ça fait 22 ans au Canada. Wow, et c'est un bon signe que je travaille dans la bonne direction. Ouais, depuis 98, écoute, Coconut Podcast ainsi que toute la francophonie, le Québec, on se doit de te dire Pozdravlini. Pozdravlenie, oui. Félicitations. Oui, c'est bon. Votre russe, c'est parfait. Écoute, à l'Université Laval, on avait pris un cours de russe avec Valérie Sadetsky. Et puis, on avait appris un petit peu Général et Uchitel et Ça, c'est pas pire, hein, pas mal. Écoute, c'est tout un honneur que de t'avoir. Et comme on demande à tous nos invités, toi, ça fait quand même 22 ans là, que tu es au Québec, tu voyages énormément, tu as même un groupe qu'on va parler un peu plus tôt. Comment as-tu vécu cette période de confinement, déconfinement? Tu vois même qu'il y a un peu de soubresaut au niveau social sur la planète. Comment as-tu vécu ça, monsieur le chef d'orchestre? Pour ces moments, pendant la période de COVID, c'est sûr que c'est vraiment dur. Il y a beaucoup de concerts qui étaient annulés, malheureusement. Beaucoup de mon première mondiale aussi étaient changé les dates pour on ne sait jamais maintenant quand ça va être arrivé. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Mais en même temps, pour moi, c'est un bon temps pour réfléchir ma vie et changer les choses et faire quelques ajustements. Et aussi, ça me donnait beaucoup de temps pour le composer parce que je suis à la maison, donc je peux composer beaucoup plus. Oui, et ça, c'est bon. Je suis chanceux. J'ai quand même plusieurs commandes pour écrire de nouvelles musiques. Et je suis vraiment chanceux et très, très content d'avoir ce temps vraiment particulier. C'est fou. Ouais, d'avoir autant de temps, ouais. En même temps, avec l'Internet, avec le Facebook et tout ça, tous les social media, on peut rester dans le contact avec le monde, avec beaucoup de musiciens un peu partout dans le monde. Ça, c'est clair. Et ça aide énormément. Ça aide beaucoup, ouais. Oui. Ayrat, mais également, tu dis que tu peux composer, mais tu es compositeur aujourd'hui associé au Centre de musique canadienne. Donc, ça également, ça te donne les coups des franches pour pouvoir réaliser, composer surtout. Est-ce que tu en es fier quand même?
Absolument, je suis fier parce que d'être membre de Centre Musique canadienne, dont Franchement. je suis compositeur canadien Ouais. et je suis très, très fier. Partout dans le monde, moi, ma musique est considérée comme musique canadienne. Oui, bien sûr. Et je suis très content et très honoré et très, très fier. Bon, écoute, c'est ce qui est incroyable, c'est qu'au Canada, tu sais, la culture canadienne, eh bien, c'est une culture qui se compose de différentes influences. Et ça, C'est c'est ça. intéressant. Ouais, franchement, ce qui est intéressant avec monsieur le chef d'orchestre Uchitel Ishmuratov, maestro, euh, c'est que la musique que tu fais, c'est une musique qu'on peut dire de tradition ashkénaze. C'est une musique klezmer, qu'on peut dire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une musique instrumentale, n'est-ce pas, des juifs ashkénazes, ces juifs européens, d'accord, Oui. en Europe, bien J'adore de sûr. l'Est, ouais. Oui, exactement, l'Europe de l'Est. Et toi, tu fais dans ce style musical, pour ceux qui aimeraient un peu savoir, il y a des influences relativement gypsy hein, en Europe de Absolument. l'Est, bien sûr. Ça, c'est très intéressant. Et toi, c'est véritablement maman, n'est-ce pas, Ayrat, qui va te pousser, n'est-ce pas? On sait que maman nous a quittés il y a 5 ans, hein, en 2015, Ouais. mais elle t'a vraiment, donc on te transmet nos condoléances et sympathies, mais elle t'a vraiment poussé. Et c'est vraiment aujourd'hui, lorsque tu es ce grand chef d'orchestre au niveau international, eh bien, c'est vraiment maman qui t'a vraiment poussé à faire 8 ans de musique. Et là, elle t'a dit, après ces 8 ans, mon Ayrat, tu vas être prêt pour ce qui va t'attendre pour les temps à venir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces débuts? Parce que on sait que Ayrat, ça c'est important quand même de le préciser. Bon, tu viens en 97 au Canada, tu vas t'y installer plus précisément en 98, mais toi tu grandis quand même en Russie, Ouais. Fédération russe, l'URSS, hein, d'accord, de l'époque. Et toi, tu es né à Kazan, au Tatarstan. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que toi, tu es tatar? Parce qu'on sait qu'il y a les Tatars, les Russes, les Tchouvaches, les Bachirsi, vous avez même des Georgiens là-bas. Ouais. Toi, où te situes-tu? Et tu es né dans cette capitale du Tatarstan, Kazan, que je disais. On a ce fleuve, la Volga, qui passe pas trop loin de ta ville. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu te rappelles de ta tendre enfance, Ayrat, et surtout de maman qui t'a motivé vers la musique? On t'écoute. Oui, je suis né en Russie, comme vous avez déjà dit, la ville Kazan. Kazan, c'est une grande ville ancienne. C'est plus que 1000 ans. C'est plus vieux que Moscou, par exemple. Wow, ok, C'est une ok. ville très, très ancienne et c'est une capitale de la République Tatarstan. Moi, je suis tatar. Ok, Mon d'accord. nation, c'est tatar. C'est un groupe ethnique Mhm, qui est vraiment ancienne, mhm, mhm. mais il y a une origine turque. Parce que, en fait, c'est notre langue, c'est origine turque, c'est très D'accord, proche. d'accord, Et d'accord. il y a beaucoup de versions comment ça arrivé la nation des Tatars, cet groupe ethnique qui, en fait, c'est un mix entre mongo et turc. Ah, L'histoire, on peut voir, cette histoire arrive dans le temps de Genghis Khan, ok, c'est oui, comme oui, le oui, grand ok, conquérant de Genghis Khan, oui, Russie. bien sûr, bien Et sûr. c'est un mix entre beaucoup de petites nations qui étaient origine turque, qui finalement produire c'est un nouveau groupe ethnique maintenant qui s'appelle Tatar. Ok. Enfin, moi je suis Volga Tatar. Volga, c'est une grande rivière Oui, oui, en oui, oui. Russie, c'est la Mhm. plus grande rivière. Et il y a une grande population de Tatars qui est basée vraiment sur le Volga, en fait, Ok, la oui, oui, ville oui. Kazan située sur la rivière Volga. Ok. Et moi, je suis Volga Tatar. Mais Tatar, Volga, il Tatar. y a beaucoup de différents groupes. Par exemple, il y a un
Crimean Tatar, qui habite à Crimée, toujours. Crimée, oui. Oui, Crimean. Et il y a Volga Tatar, il y a aussi une grande nation Bashkir qui est très très proche, nous avons la même langue, c'est exactement. Donc il y a une énorme diversité en Russie, c'est sûr. Et Tatar, je pense que pour ce moment, c'est deuxième ou troisième plus grande nation population en Russie. Okay. Maintenant, on parlait, si vous avez demandé après ma mère, mon histoire... Oui, Madame Gatine, que vous appelez communément. Razima Gatina, oui. Ma mère était toujours mon plus grand ami. Et à partir de mon enfance, elle est vraiment toujours m'a poussé dans la direction de musique. Même quand j'ai eu, par exemple, 15 ans, c'était un teenager. Dans ces moments, je veux vraiment aller à l'extérieur, jouer au soccer avec mes amis et tout ça. J'ai presque détesté la musique classique dans ces moments, mais c'est normal. Mais ma mère, elle toujours, pour elle, était vraiment en direction. Elle m'a dit écoute, finis ton école de musique, après tu peux décider n'importe quoi. Oui, c'est ça, tu vas faire le conservatoire à oui, Kazan. Mais mon première école était, on s'appelle école musicale, c'est à partir de 7 ans jusqu'à 14 ans. Et c'est vraiment, j'étais très jeune, oui, j'ai commencé, non, je ne suis pas un génie, mais quand même, j'ai commencé à jouer clarinette à partir de 10 ans. Super. Et dans ces moments, j'ai juste commencé, mais j'ai déjà senti que c'était facile pour moi, par exemple. Il y a beaucoup de choses que j'ai capable de développer vraiment vite. Mais Raphaël, papa, parce que papa, tu portes Raphaëlovic, fils de Raphaël. Exactement, Raphaël, oui. Quelle incidence il a eu également dans cette motivation? Est-ce que la discipline à la tatare de papa Raphaël, est-ce que ça t'a également forgé pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui, chef d'orchestre et clarinettiste de l'orchestre symphonique de Longueuil? C'est quand même énorme. Membre également, compositeur, hein, n'est-ce pas? C'est incroyable au Canada. J'aimerais t'entendre là, Raphaël, quelle motivation que t'as amené. Mon père, pour moi, toujours une grande inspiration. Nice. C'est sûr que tous les deux parents, ma mère, mon père, et mon père, toujours me supportaient dans toutes mes idées. Enfin, quand j'ai décidé partir en Russie, aller au Canada, c'est tout que j'ai reçu. C'est un grand support. Et je me souviens un jour que j'ai attendu quand j'étais dans le collège musical. Je me souviens d'une moment vraiment particulière que j'ai attendu que Léon l'orchestre qui est venu dans notre ville avec le concert et une clarinettiste a eu une clarinette à vendre qui était vraiment beau. Je veux cette clarinette, absolument. Et parce que moi, mon premier clarinette, c'était très, très simple. Et pendant une période soviétique, c'était la même chose qu'un instrument français, par exemple, bouffé crampon. Et donc, je suis allé voir... Combien? Ça coûtait combien? Ça coûtait énorme. Ça coûtait énorme. Et oui, je ne peux pas imaginer. Et moi, je me souviens de ce moment quand... je suis venu voir mon papa et il a dit que, écoute, je voudrais cette clarinette. Et je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose que je voudrais vendre, donc je peux accumuler un peu plus d'argent, donc je peux acheter cette clarinette. Il m'a simplement seulement demandé combien ça coûte. Et quand je lui ai dit, il me donnait d'argent et il m'a dit que, allez acheter ton clarinette. Wow. Ça là, écoute, ton pas de leur question, c'était tellement simple et en même temps, c'était magnifique. Donc, j'ai acheté cette clarinette, j'ai commencé à pratiquer encore plus et
Oui, c'est Ouais, mais tes ça. parents ont toujours cru en toi. Oui, En faisant les recherches, on a pu lire que maman a énormément cru en toi, papa également, de par cette confiance. Est-ce que c'était parce que tu étais un bon petit garçon à la maison, tu faisais le je sais ménage, tu pas. faisais ton Hein? lit? Je J'aimerais sais pas. savoir. Mais c'est que intéressant que mes parents n'étaient pas musiciens du tout. Ok, c'est ça. Mais par exemple, ma grand-mère, mère de mon Ah, papa, était un artiste dans le théâtre. Elle est très, très connue. Elle était une prima actress. ok. Et mon grand-père aussi, il a fait beaucoup de choses. Il a écrit un dramaturge, comment dire, Ouais, ouais, des dramaturgies, oui, de oui, oui. dramaturgie. Il a fait le spectacle pour le théâtre. Ok. Donc, peut-être Ah ouais, pour la... mes Ah deux ouais. parents allaient sentir que j'ai quelques talents qui viennent de ma grand-mère et mon grand-père. Et peut-être à cause de ça, ma mère et mon père toujours me supportaient énormément. Il veut que je devienne un musicien. Il a créé toutes les possibilités pour moi de devenir un musicien. Il supportait toujours. Et même quand je lui dis que, écoute, je voudrais aller à Canada et continuer mes études, et je sais que c'était vraiment très dur pour mes parents parce que ça va dire que je vais partir peut-être Définitivement. définitivement, Ouais, ouais, exactement. Mais ouais. en même temps, elle m'a toujours supporté et c'est ça c'est mes parents. C'est superbe ça. On sait que tu vas quand même faire le conservatoire de Kazan. En 96, tu vas obtenir ton diplôme et même tu vas être nommé clarinette solo de l'opéra de ballet et du Tatarstan. Ça, c'est quand même intéressant, ça aussi. Est-ce que tu en es fier lorsque tu reçois des distinctions venant de chez toi? Ou des Écoute, reconnaissances. Ouais. mon premier travail dans l'orchestre, dans le grand orchestre classique, c'était théâtre de l'opéra. Et j'étais pas un clarinettiste solo, mais j'ai joué comme assistante. Quelquefois, j'ai joué Ok. première clarinette, quelquefois, Ok, j'ai joué d'accord. deuxième clarinette. Mais j'ai toujours souviens mon premier Swan Lake de Tchaïkovski quand j'ai Ben joué ouais. clarinette et c'était mon début de mon carrière dans la musique professionnelle. Mhm. Quelques ans plus tard, en 2012-2013, Mhm. quand j'ai revenu à mon ville natale, et j'ai commencé à travailler comme chef d'orchestre dans le même théâtre, dans le même orchestre. Ouais. Et c'était vraiment une expérience magnifique, très agréable de travailler avec tous les musiciens qui je connais, ça fait 20 ans, qui nous ont étudié ensemble. Et j'ai toujours Incroyable. senti un énorme support de musiciens et c'était vraiment une bonne Ouais, mais expérience. ben, écoute, 2012, tu nous as ramené, on va juste souligner ce fait, c'est que tu vas avoir une reconnaissance de tes pairs et du milieu. Je pourrais te dire tout au long de ta carrière quand même et à l'international parce que en 2012 tu vas recevoir le prix Fürth Klezmer. Ouais, tu vas participer à ce festival international de musique juive, hein, n'est-ce En pas? Amsterdam, oui, oui, Amsterdam, ouais, oui, hein, exactement. on a de bons recherchés, ça, Coconut Podcast. Et quand même, déjà à ce moment, tu es reconnu. Même avant ça, en 2007, tu vas recevoir le prix Opus pour mes albums, meilleure composition jazz. Parce qu'il faut que les gens comprennent, oui, tu es chef d'orchestre, mais tu as également un groupe de musique. Alors là, intéressant, Claire's Story, d'accord? Ouais, Et là, maintenant, dans ce groupe-là, on retrouve de l'accordéon, contrebasse, violon, clarinette, ouais. assurément. Parce que toi, tu as ces origines, parce que c'est une musique qui s'apparente, Claire's Story, à de la musique gypsy, beaucoup, hein? Folk, blues. Toi-même, tu te considères comme étant
étant ce musicien de rue. C'est-à-dire, tu as quand un peu les troubadours, les petits bands de quartier, et tu joues pour distraire les badauds qui se promènent. J'aimerais vraiment t'entendre sur cette période foisonnante de ta carrière, tout en étant chef d'orchestre. Et tu vas quand même, on va en parler dans quelques instants. Tu parlais de Tchaïkovski, qui sont tes influences, mais tu as également Prokofiev, Wagner, entre autres. Ça, c'est quand même impeccable. Avec Class Story, je pense que tu vas donner plus de 1000 concerts. Oui. Donc, l'histoire commençait vraiment à partir de quand je suis arrivé. Pendant les premières 4 ans, je jouais sur la roue, j'étais musicien de roue. Et ici au Canada? Ici à Montréal, à Sainte-Catherine, je jouais chaque jour sur C'est les vrai, Sainte-Catherine, oui. Oh ouais, mais t'as quand même fait ans. Moi, mais quand t'arrives au Canada, tu vas quand même... Tu sais, t'arrives avec des lettres de noblesse, là. T'es quand même formé dans ton pays. En Russie, on sait que les musiciens, waouh, tu sais. Tu vas quand même participer au festival du Centre d'art Orford. Yes. Ça, c'est quand même une première entrée. Mais tu vas continuer à faire de la musique de rue. Parle-nous-en, je t'entends. Ouais. Écoute, je suis arrivé à 1997 17 premières fois comme étudiant à Orford, à Orford Art Center. Et là-bas, j'ai rencontré la famille de Yuli Turovsky. Yuli Turovsky, qui est un grand violoncelliste, grand chef d'orchestre, fondateur de iMusici de Montréal, une musicienne exceptionnelle, vraiment inspirant, et juste d'être à côté m'a inspiré énormément. Et un jour, il m'a commandé une heure pour mon trio. Dans ce moment, j'ai un trio avec un violoncelliste. Mouchinski Trio, oui, avec un violoncelliste, Lodi, et Evgeny Kirjan qui était pianiste. Et Yuli, il m'a commandé une œuvre pour ce trio avec l'orchestre, avec Musici de Montréal. Et pour moi, à partir de ce moment, mon carrière comme compositeur a commencé. Parce que cette pièce est un grand succès, et Yuli, tout de suite, il m'a dit, écoute, on veut enregistrer cet album, cette musique. Et il a enregistré, il a fait un album, c'est sur Analecta. Et pour moi, c'était vraiment un grand signe que ma musique, ça fonctionne mais bien. Tu reçois des prix aussi, là, tu vas en Europe, tu reçois des grands prix en 2002, en Pologne également en 2004. Oui, avec Trio, nous sommes, mais ça c'était comme un clarinettiste. Nous sommes allés à Cracovie et on a gagné le premier prix là-bas aussi. Et c'était un grand honneur pour nous, mais ça c'était comme clarinettiste. Mais comme compositeur, mon premier grand travail, c'était vraiment cette pièce qui est première commande officielle de l'orchestre professionnel, c'était fait par Yuli Turovsky. Je vais dire quelques mots aussi à propos de musique klezmer, parce que vous avez demandé, et notre parcours commençait vraiment aussi sur la roue, parce que quand j'étais musicien de roue, j'ai rencontré notre contrebassiste qui m'a invité de participer avec le petit groupe de klezmer, avec influence klezmer, que seulement c'était vraiment début de groupe. Et quelques temps plus tard, finalement, Clay Story est devenu un groupe qui était 5 personnes. Et nous avons enregistré notre premier album à la maison. C'était vraiment une simple version, et parce que dans ce moment, on voit vraiment, on n'a pas eu d'argent de faire comme vraiment. Et on a vraiment été dans le début de notre carrière. Et j'ai montré cette CD à Yuli Turovsky, qui était grand chef d'orchestre des Musici de Montréal. Et quelques jours plus tard, il m'a rappelé, il a dit, écoute, est-ce que ça va être intéressant pour vous d'enregistrer un album avec les Musici pour le Chandos Records. C'est un label qui vient d'Angleterre. Et c'était comme un rêve américain, hein? Like dream come true. Parce qu'avant ça, on joue sur la roue. On n'a pas beaucoup vraiment de concerts dans les petits magasins
plus sur la route pendant l'été. Mais avec cette CD qui était un énorme succès, on a, première chose, on a une grande tournée à États-Unis avec une musique de Montréal. Et tout de suite, l'Orchestre symphonique de Montréal nous invitait de participer dans les concerts en Place des Arts. Et après, nous avons fait plusieurs concerts partout dans le monde avec les différents orchestres, avec l'Orchestre symphonique de Québec, de Laval, de Longueuil, Métropolitain, à l'orchestre à Brussels Chamber Orchestra. Plusieurs différents. Et notre carrière vraiment commencé. Aujourd'hui, nous avons déjà enregistré 6 albums et notre dernière sur le Chandos Records toujours est sortir vraiment 3 semaines. Ça fait 3 semaines et déjà eu un énorme succès partout sur le BBC Radio. C'est pour nous, c'est un grand honneur. Et ça, c'est notre 20e anniversaire album. C'est déjà passé 20 ans et cette année, c'est notre anniversaire. C'est 20 ans. C'est vraiment excitant. On est très contents. Et on continue notre parcours toujours. Et oui, c'est ça. Donc, ça, c'est musique juive de l'Europe de l'Est. Et très festive. C'est très joyeuse, mais quand même, ça peut être triste aussi. Mélancolique, oui. Mélancolique, mais c'est vraiment touchant. C'est une langue universelle que tout le monde comprend. Ouais, la musique, ça c'est clair. Mais tout en enregistrant avec Clay Story, tu enregistres également en tant que chef d'orchestre. Tu vas un peu démêler pour nous là. Le 3e mouvement, ça c'est une de tes réalisations toutes dernières, The Ruins of the Ancient Forts, enregistré par l'orchestre de la francophonie, dirigé par Jean-Philippe Tremblay. Est-ce que ça c'est tout récent également? Ça, c'est un projet qui nous avons commencé enfin avec l'Orchestre symphonique de Longueuil. C'est une commande de chef d'orchestre ancien, Marc David, qui m'a commandé cette symphonie, toujours avec une support de Conseil des arts de Longueuil, qui m'a supporté énormément. Il m'a donné une bourse de longue durée pour 2 ans. Et oui, c'est ça. Donc, dans 2017, c'était la première mondiale dans cette symphonie qui est dirigée par Marc David. Et tout de suite, j'ai décidé de trouver une façon d'enregistrer cette œuvre parce que cette œuvre est dédiée à Ville de Longueuil, à l'histoire de Québec, à Charlemagne de Longueuil. C'est vraiment une création qui était dans la liaison de l'histoire de Québec. Et quand Jean-Philippe Tremblay, avec l'orchestre francophonie, il m'a proposé d'enregistrer ma musique, j'ai dit, écoute, tout de suite, j'ai voulu lui proposer d'enregistrer cette symphonie et c'est un grand succès. L'année dernière, nous avons fait cet enregistrement et CD sortir prochain l'été. Et déjà, j'ai eu beaucoup de vraiment très bonnes critiques. Ouais, mais écoute, les critiques, c'est sûr qu'elles vont être bonnes, Ayrat. Écoute, ça arrive quelquefois. Par exemple, j'ai eu aussi une critique qui était négative, très négative. Ça peut arriver, mais c'est normal. C'est normal. Tu as quand même pris le temps de te former. Écoute, tu fais l'école musicale. Ensuite, tu fais le conservatoire à Carleton. Ensuite, tu vas faire ta maîtrise à l'Université de Montréal, tout en travaillant avec Monsieur Yuli. Tu vas recevoir des prix, mais tu vas quand même tenir bon à poursuivre tes études. Écoute, même en 2005, Ayrat, maestro, tu vas décrocher ton doctorat à l'Université de Montréal. Mais là, ça, c'est incroyable. Est-ce que tu es conscient de tout le chemin parcouru quand même? Après, tu deviens chef d'orchestre de violon du roi à Québec. Tu vas être assistant quand même de Bernard Labadie, c'est ça? Oui. Parle-nous de cette période, oui. Monsieur Moisan aussi, un autre mentor. André Moisan, oui, c'était mon professeur. J'ai fait mes études au début à l'Université de Montréal, mon maîtrise quand je juste viens d'arriver. J'ai fait mon maîtrise avec André Moisan, c'est un clarinettiste extraordinaire qui est membre de l'Orchestre symphonique de Montréal, mais aussi une soliste internationale. Lui, il est extraordinaire.
grande inspiration pour moi. Lui aussi commandé plusieurs œuvres et on a vraiment une très bonne relation comme lui, il est un musicien extraordinaire. Okay. Après, j'ai fait mon doctorat dans la direction d'orchestre avec Jean-François Rivet et Paolo Bellomia. C'est deux grands chefs d'orchestre qui est prof à l'Université de Montréal. Et ça m'a donné... enfin, j'ai toujours voulu devenir chef d'orchestre. Et tout de suite, après mes études à l'Université de Montréal, j'ai gagné un poste avec Violon du Roi. J'étais assis pendant 12 ans, j'étais assistant de Bernard Lebadi. Et tout de suite, je travaillais avec l'Orchestre symphonique de Québec aussi. J'étais assistant de Yoav Taoumi. Mais après, c'était pas assez pour moi. Donc, j'ai décidé que je veux... Parce que dans cette période, j'ai commencé d'écrire musique, de composer musique. Mais j'ai senti que mes études, c'était pas assez dans cette field, dans ce domaine. Alors, tu vas aller au Brésil. Tu vas aller au Brésil, tu vas voyager, tu vas aller au Brésil, Pérou. Tu vas même faire un petit retour au Tatarstan, Turandot Puccini en 2011. Quand même, t'arrêtes pas. Peux-tu nous parler un peu de tes voyages, pas tes petits voyages, mais de tes déplacements, peut-être tes enquêtes d'autres choses? Parce qu'en 2010, depuis 2010, bon, tu deviens compositeur associé au Centre de musique canadienne. 2012-2013, Turandot Puccini. My God, on t'écoute là, Ayrat? Wow. Un jour, quand j'ai fini mes études dans les directions d'orchestre, j'ai rappelé, je suis allé à Kazan, mon ville natale, et j'ai visité un théâtre quand même où j'ai commencé mon travail comme clarinetiste et j'ai parlé à un directeur de théâtre et enfin, il m'a invité de diriger l'opéra et ballet et quand même j'ai participé pendant plusieurs tournées à l'Europe aussi. C'était vraiment pour moi comme jeune chef d'orchestre, c'était une extraordinaire expérience. Et en même temps, ici, Yuri Toros qui m'a invité de diriger plusieurs concerts à les États-Unis, aussi à Brésil. Nous avons fait une tournée à Brésil et un concert à Lima, à Pérou. Et dans ce moment aussi, ma musique commençait d'être jouée un peu partout dans le monde. L'année dernière, par exemple, juste avant le COVID, je suis allé à plusieurs pays. Je suis allé à Russie, à Pologne, à Israël, à Inde, à Australie. Et c'était vraiment une incroyable année, une année qui est très, très spéciale pour moi. Aussi, je voudrais mentionner l'énorme support toujours du gouvernement de Québec, le Conseil des arts de Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Longueuil, qui toujours m'a supporté avec tous mes projets. Et je peux dire que ça aide énormément. C'est vraiment apprécié. Mais les gouvernements de tes origines également, par exemple, est-ce que le gouvernement tatar du Tatarstan, te supporte également? Est-ce que tu as eu la chance de recevoir certaines félicitations des gens de ton pays, de tes origines en Israël? Est-ce qu'il y a des journalistes qui t'ont appelé suite à ton prix Charles Biddle? C'est intéressant ça. Mais j'ai toujours une très bonne relation avec mon ville natale, avec mon pays. Et c'était intéressant quand le neveu de Charles Biddle de prix sortir. Tout de suite, je pense que prochain jour, j'ai déjà vu un article à Kazan, à mon ville natale en russe. Elle a trouvé, je pense que sur le Facebook, elle a fait l'article à propos de moi, à propos de ce prix, à propos de Charles Biddle lui-même. Et c'était extraordinaire. Je trouve que c'était vraiment fascinant, que c'était vraiment vite. C'était comme prochain jour, c'est déjà là. Et là, tu es à Coconut Podcast, là aussi. Oui, là, excellent. Merci de m'inviter. C'est vraiment plaisir. Superbe. Ayrat, l'entrevue tire à sa fin. Écoute, en 2020, véritablement, c'est pour ça que tu es à l'émission aujourd'hui, tu vas être reconnu par ton pays, tu comprends, d'adoption, par ta terre d'adoption, le Québec, le Canada. Tu vas être reconnu
pour ton implication. Écoute, tu as fait le tour du monde, tu as reçu des distinctions, mais tu sais, internationales. Là, il manque, je sais pas si ça existe, mais il manque le prix Nobel là, de musique, là, puis c'est correct. Ayrat, il a tout gagné, là. Ayrat, est-ce que, tu sais, aujourd'hui, lorsque ta famille regarde ton parcours, et toi-même, lorsque tu regardes le parcours accompli, et aujourd'hui de voir que même ta terre d'adoption vient à reconnaître le chemin parcouru et surtout l'apport à la société québécoise, la contribution. Tu sais, je veux dire, moi, voilà. Donc, est-ce que tu en es conscient, là, véritablement? Parce que moi, quand on faisait les recherches, c'est magnifique ce que tu as accompli et je t'ai pas encore entendu. J'ai pas encore été à la maison symphonique pour véritablement apprécier le de Oudinel Ishmuratov. J'aimerais t'entendre là-dessus. Quand tu reçois ce prix, ta réaction, celle de ta famille, et es-tu conscient du travail accompli? Est-ce que tu as le temps même de regarder en arrière? Voilà. Pour moi, c'est une grande surprise. C'est sûr que, parce que quand j'ai vu l'information à propos de ce prix, j'ai seulement pensé, écoute, c'est le prix pour les migrants et je suis éligible. J'ai fait l'application et j'ai complètement oublié. J'ai jamais pensé à propos de ça. Et un jour, j'ai reçu un rappel que j'ai gagné ce poste, ce prix. Et c'est sûr que mon réaction était « Oh my God! » Et c'est un grand honneur. C'est vraiment un grand honneur. J'ai travaillé fort pendant 22 ans. J'ai commencé sur la rue et j'ai étudié. J'ai fait une maîtrise dans l'interprétation, doctorat comme chef d'orchestre, l'autre maîtrise comme compositeur. Et j'ai étudié, j'ai travaillé fort. J'ai commencé écrire musique et j'ai vu que plusieurs orchestres commençaient à jouer ma musique. Et notre groupe klezmer joue partout dans le monde, toujours avec le support du gouvernement, mais quand même, nous sommes allés dans 25, non, pas 25, dans 17, je pense que 17 pays. Et c'est beaucoup. Hein? Et pendant 20 ans, nous avons fait presque 1000 concerts partout dans le monde. Mais nous sommes toujours un groupe québécois, un groupe canadien. On était très fiers. On joue musique klezmer. Moi, je suis tatar, je suis musulman. Mais je joue la musique klezmer. Je suis fier de jouer cette musique. Je suis fier de parler. Ça, c'est la diversité. Exactement, parce que la musique, il n'y a pas de frontières. Exactement, pas de frontières du tout. Musique, c'est une langue universelle et c'est vraiment facile de chercher les gens, chercher ce cœur des gens, toucher les cœurs, c'est les meilleures façons juste pour le montrer au monde comment est beau, comment c'est belle musique et c'est pour tout le monde. Et oui, c'est ça. C'était mon parcours, c'est le parcours de mon groupe, Klezmer Klezstory. Et je suis vraiment honoré de recevoir ce prix. C'est un bon signe pour moi que je travaille dans la bonne direction. Excellent. et j'aimerais savoir la question que tout le monde veut que je te pose un instant. Messieurs, dames, alors nous en sommes au moment de la question du club des amis. Ayrat, la question du club des amis, c'est cette question de nos internautes. Alors là, on a un chef d'orchestre devant nous. Lorsque vous avez le petit bâton, puis là, on vous voit faire... Vos musiciens qui sont devant vous, quelle est l'utilité du bâton? Est-ce que c'est juste un peu, voilà, pour ornementer ou c'est vraiment, il y a un rôle à cette petite baguette et on voit qu'il y a un doigté, il y a une précision, chaque
chef d'orchestre a son style. On sait que tu as les cheveux attachés. Là, est-ce que Monsieur Nagano aussi, Maître Nagano, Maestro Nagano, il a les cheveux longs. Est-ce que c'est un style, là, on voit vos cheveux qui partent au vent et puis là, les mouvements saccadés. J'aimerais comprendre ce petit moment-là, Maestro Toutes les petites choses dans le look de conducteur. C'est important. C'est vrai. Avec cette bâton, c'est simplement ce que le chef d'orchestre fait pour être extrêmement simple. C'est dans le temps. Parce que la musique, c'est vraiment écrit dans les différents temps. Ça peut être comme 2-4, 3-4, 4-4, ou beaucoup plus complexe que ça. Et avec cette bâton, ça simplement donne une très claire idée pour l'orchestre où nous sommes dans ce moment. Mais ça, c'est si je voudrais être plus simple. Mais avec les gestes, c'est vraiment le rôle du chef d'orchestre d'inspirer les musiciens et faire ensemble beaucoup plus efficace, plus simple de travailler, plus vite de travailler. Et c'est chef, imaginez, quand le chef dirige l'orchestre, c'est comme une personne jouer un grand instrument. Et cet instrument, c'est l'orchestre. Oui, c'est ça. Le chef doit inspirer les musiciens et d'être ensemble avec le musicien, devenir musique lui-même, dont l'orchestre lui suit. C'est ça. Okay. On écoutait, en faisant certaines préparations pour cette entrevue, qu'il y a des chefs d'orchestre qui disaient qu'en cette période bien précise, c'était difficile d'être chef d'orchestre et en même temps, ben là, les musiciens devant vous, ils ont un masque. Alors, vous ne voyez pas certaines expressions faciales ou autres de vos musiciens. Est-ce que ce cas s'applique à vous? Là, je me dois dire vous, Maestro Ishmuratov. Écoute, dans le temps de Covid, dans la musique, dans le monde de musique, monde de culture, en fait, c'est tous les artistes dans les différents domaines, c'est vraiment un temps plus dur. C'est sûr que jouer avec les masques, c'est extrêmement dur parce que c'est aussi, par exemple, jouer instrument dans l'orchestre, jouer une grande symphonie, c'est un exercice physique quand même vraiment fort. Imaginez, il y a beaucoup de mouvements et quand tu ne peux pas respirer bien, ça c'est difficile aussi. Aussi, par exemple, les gens qui jouent un instrument avant, c'est souffler, on peut pas jouer avec un masque quand même. Mais aussi, l'expression, tout ça est très important. Les yeux, concentration, et masque, c'est important d'avoir le masque maintenant et on respecte ça. C'est sûr qu'il faut avoir le masque. Mais c'est dur. On travaille fort ensemble. J'ai un grand espoir que cette COVID va finir bientôt, plus tôt possible, parce que c'est super dur pour le monde de culture, monde de l'artiste, monde des musiciens, c'est extrêmement dur. Mais on travaille fort ensemble, on travaille pour nos communautés, on fait tout possible que les gens, même dans ce temps difficile, toujours avoir un accès pour le beau musique, des grands compositeurs, et grandes interprétations de musique dont tous les musiciens, je peux voir sur le Facebook, toujours en ligne, ils travaillent fort tout le temps à essayer de faire quelque chose pour le monde, partager notre talent, partager notre musique. C'est une chose. Ça, tu as tout à fait raison. Et moi, c'est une petite question plus personnelle. Tu dis que ça demande tout un effort physique. Tu vois, je vois les violonistes, là, tu vois, ceux qui jouent d'autres instruments, même au niveau des vents également, il y a une dextérité. Est-ce qu'il y a certains exercices au niveau physique que certains des musiciens se doivent de respecter parce qu'il faut quand même une certaine agilité au niveau des articulations ou autres? La question est la suivante, Maestro Ishmuratov. Écoute, pour le musicien, musicien à l'orchestre particulièrement, et en fait pour n'importe quel musicien, c'est important de rester dans la bonne forme physique.
Particulièrement pour le chef d'orchestre, par exemple, c'est vraiment un énorme exercice. Imaginez faire ça avec toutes les émotions, avec de force pendant un concert qui dure 1 heure et demie. Après Symphonie de Mahler, moi, je sentir que je courir pendant 20 km ou quelque chose. OK. Donc, c'est important de rester dans la bonne forme physique. Moi, j'ai beaucoup de yoga, faire quelques yoga chaque matin, faire stretching. Ça aussi aide énormément. Aussi, particulièrement pour le musicien d'instruments à cordes qui joue violon, alto, parce que, par exemple, position comme ça, c'est pas très confortable. Donc, musicien obligé de travailler vraiment fort, d'être capable de jouer bon son et faire tout le temps. Imaginez comme 10 heures chaque jour. C'est dans cette position. C'est pas une normale position. Donc, pour le musicien, c'est dur. Donc, il faut être dans le bon shape. Physiquement, ouais. Et maestro, est-ce que vous devez, parce que là je dis vous, parce que c'est le maestro, est-ce que vous devez de connaître ou de savoir un peu comment jouer de tous les instruments? Parce que là, je vous voyais en mode violon, là, je sais que vous êtes clarinettiste, mais vous devez assurément jouer quelques instruments avant plutôt. Je vous écoute. C'est sûr que chef d'orchestre obligé absolument doit connaître cet instrument. Pas nécessairement être capable de jouer chaque instrument, mais doit connaître toutes les particularisations, toutes les choses particulières dans chaque instrument, comment ça fonctionne. Par exemple, moi, je ne suis pas violoniste, mais je connais beaucoup de choses à propos du violon et comment, par exemple, faire le son qui est très fort ou très dur, c'est quoi les positions d'archet. Ça, c'est important de connaître parce que si je suis chef d'orchestre, je dois être capable de trouver les bonnes façons comment faire, par exemple, un grand point culminant. Donc, je sais comment demander les choses, par exemple, de comment tromboniste, je voudrais faire cette particulièrement accord dans cette articulation de ça. Donc, mais moi, je ne peux pas jouer violon. Non. Je connais l'instrument, mais je ne peux pas. Donc, vous avez une oreille parfaite. Vous avez presque une oreille parfaite pour être. Ouais, allez, il ne faut pas trop être humble. Là. Moi, je ne suis pas un perfect pitch, par exemple. Mais j'attends les choses. Ça aide. Ayrat, écoute, tes remerciements. Si tu as une suggestion pour nous, la francophonie est en train de t'écouter. Si tu veux remercier une enseignante que tu as eue à Kazan, dans ton pays d'origine, au Tatarstan, en Russie, tu peux le faire. Et j'aimerais que tu nous dises 2 petits mots en russe. Puis après, ça va nous permettre d'aller apprendre l'alphabet cyrillique, puis d'apprendre quelques mots, tu vois. Donc, j'aimerais que tu nous fasses tes remerciements. Une suggestion là pour qu'on aille écouter là, je sais pas, un Tchaïkovski là le matin en faisant le ménage. Et puis voilà, exactement. On t'écoute, Ayrat, vraiment. Je voudrais simplement dire un grand merci pour les tous gens, pour tous mes professeurs qui me supportaient toujours dans ma vie, qui toujours étaient proches. Et la vie de musicien, particulièrement jeune musicien, c'est vraiment toujours pas facile. La vie de musicien jeune qui arrivait dans l'autre pays sans connaissance de langue, sans d'argent, ça c'est encore 10 fois plus difficile. Mais moi, j'étais toujours chanceux. J'ai toujours, à côté de moi, c'était des gens qui étaient extraordinaires, qui étaient très gentils, qui étaient toujours une grande inspiration pour moi. Et je voudrais remercier tous ces gens. Et parce que sans cette support, je n'ai jamais arrivé où je suis maintenant. Restez fort, travaillez fort, be safe. 2 mots en russe pour nous, là? Спасибо вам большое за вашу поддержку, за то, что вы были всегда рядом. Не болейте, мы прорвемся, ковид закончится. Большое всем спасибо. Спасибо. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand merci. Merci. Alors, messieurs, dames,
Nous étions avec le maestro Ayrat Rafaelovitch Ishmuratov, oui, fils de Raphaël. Et surtout, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Il vient de décrocher, mais là, alors là, une distinction incroyable. Le volet national, international. Il vient de gagner le prix Charles Biddle. Allez regarder ça. Charles Biddle en lui-même a marqué la vie culturelle au Québec. J'en suis bouche bée, puis j'ai pu pratiquer mon russe d'il y a quelques années. Je viens de parler au général Ishmuratov. Incroyable. Messieurs, dames, comme je vous dis, à l'accoutumée, on se voit pour la prochaine entrevue en cette journée de Noël et surtout, profitez-en avec votre famille et comme je dis si bien en langue autochtone, Niawen! Merci!